Good morning to everybody from Geneva. This morning here, but I'm Bonjour, depuis Genève, c'est le matin ici, mais je sais que c'est l'après-midi wherever you are. aux Very Philippines. happy Alors, où to que be vous able to do soyez, this bienvenue à today. vous My name is pour Sarah ce Hess webinaire. with the Health Sarah Emergencies Hess, je travaille WHO in au Geneva, and I'm programme delighted d'urgence to à welcome all of l'OMS. Je you suis ravie this de vous webinar, souhaiter which la is bienvenue pour ce slightly webinaire qui fait Religions partie for Peace co-hosted du, conference. de la conférence mondiale Today is Les religions also pour a la case paix study de l'OMS. conference Aujourd'hui, une showcasing étude de cas des collaboration in Philippines, health un emergencies exemple de collaboration dans between les urgences WHO, sanitaires entre Philippine partners, and l'OMS Filipino et government. partenaires de We foi et gouvernements nationaux. pleased to say Nous sommes ravis and introduce our WHO de vous colleagues présenter nos from collègues these de countries l'OMS that will dans lead le bureau pays des the Philippines qui design ont of this webinar. So conçu it's been a ce pleasure to webinaire. work with them. Ça a été Before un we get plaisir de travailler started, avec eux. I'd like to Avant hand de over commencer, j'aimerais to donner la Francis parole Curia, who is the au Secretary docteur General Francis Curia, of the secrétaire African Council of général Religious du Leaders Conseil in africain Religions for des Peace. chefs religieux Dr. Curia will dans le give us cadre de his la opening religion, remarks. les So religions pour over la to you, paix. Il va nous Doctor. faire des commentaires d'ouverture. Vous avez la parole, Dr. Curia. Merci beaucoup, Sarah. Bienvenue à toutes et à tous, notamment nos collègues des Philippines. Nous sommes ravis d'organiser cette conférence en collaboration avec l'OMS et les religions pour la paix internationale, qui représente le Bureau international. Je suis ravi de les représenter ici et de prendre la parole dans le cadre de ce webinaire. Une partie de mon poste, mon rôle, c'est de demander à tout le monde de commencer ce webinaire avec une prière. Et je demande à chacun et chacune de bénir cet événement et avoir l'aide pour participer et pour être présent avec nous. Une minute de prière. May his will be done. Thank you very much, everybody. And Merci beaucoup. on behalf of Religious for Peace International, Au nom de Religion for Peace International, je vous remercie toutes et Thank you tous very et je vous much, redonne la parole, Dr. Sarah. Curia. I'd now like to Merci beaucoup, Dr. Curia. Eva from our WHO Je country vais passer office la parole à Eva de notre bureau pays of the de session l'OMS aux alongside our Philippines qui va faire la speakers. modération avec d'autres collègues. Over to you. Merci beaucoup, Eva. Good day, everyone. Merci beaucoup. Welcome to Bonjour à the toutes et à fourth tous et bienvenue Philippine and Religions à for Peace l'Organisation International mondiale Conference de on la santé et la Transnational conférence mondiale des religions pour la paix Emergencies. pour My name renforcer is Ava Batayan from the la WHO collaboration dans Children's le cadre Office. d'urgence We are day 3 sanitaire. Je of the m'appelle Ava Philippine Sharon Bate. conferences. WHO, faith Je partners, and vais national présenter cette governments. This conférence. Il month, s'agit de la we troisième have different models journée of collaboration de cette conférence. Nous allons nous intéresser à différents between modèles de the collaboration au niveau Philippine national Partner entre Group, trois acteurs World clés: Health le Organization, ministère de la Santé and des Philippines, religious organizations. l'Organisation mondiale de Since la our santé et les organisations to confessionnelles, illustrate qu'on the appelle également les efforts of the FBO. WHO strategy for Nous allons voir engaging plusieurs religious éléments clés leaders, de la stratégie de faith l'OMS pour organizations, l'engagement and faith de chefs communities in this religieux, pandemic. organisations Let confessionnelles us begin et our communautés dans le webinar cadre with an d'urgence opening sanitaire. message Nous allons from commencer notre webinaire WHO avec un message representative to the d'ouverture Philippines, de la Dr. part du représentant de l'OMS Rabindra aux Abiyasinga. Philippines, Dr Rabindra Abeysinga. Thank you, Ava. Merci, Ava. Good morning, good afternoon, or good Bonjour evening, wherever you are this ou week bonsoir, and conference. selon où vous êtes, puisqu'il s'agit d'une This conférence wonderful mondiale. day, Chers I am participants, delighted to join you je suis ravi de vous today rejoindre in this joint aujourd'hui WHO and dans Religions for Peace cette conférence conjointe entre l'OMS International et Conference Religions on for Peace pour Transnational renforcer les réponses Emergencies. nationales aux urgences sanitaire en Religious partenariat leaders, faith avec les chefs organizations, religieux, and
les organisations confessionnelles, les communautés confessionnelles et les gouvernements nationaux. Je suis enthousiaste que vous entendiez et appreniez de nos partenaires ici aux Philippines, la Conférence des évêques catholiques, le ministère de la Santé, Caritas et le ministère philippin des enfants. Je souhaite saisir cette opportunité pour les remercier pour leur engagement envers les plus vulnérables dans le cadre de la pandémie de Covid-19. Ce partenariat, avec une approche multiniveau et différents modèles de collaboration, ont été très utiles pour assurer une préparation renforcée et une stratégie de riposte à la COVID-19. Et depuis le début de cette année, le gouvernement national a imposé des limites à la conduite des activités religieuses, des messes, alors que les restrictions de mouvement ont été renforcées pour faire face à la pandémie de COVID-19. Les églises et autres lieux de foi n'ont pu recevoir qu'à 10 à 15% de leur capacité, ce qui a présenté un défi pour la pratique de la foi. Certains ont utilisé des sessions Zoom. L'OMS a fait un plaidoyer pour une conduite en toute sécurité des réunions religieuses. Nous avons consulté différents groupes religieux et leurs chefs pour voir comment il était possible de les aider à conduire ces activités religieuses en toute sécurité, en protégeant les communautés avec des interventions non pharmaceutiques, un soutien psychosocial et en utilisant leur influence dans les communautés afin d'encourager les personnes à accepter la vaccination. Nous avons travaillé et consulté de nombreux groupes confessionnels, notamment la conférence catholique des évêques, Caritas, et les enfants, l'Église, le Conseil des Églises aux Philippines, un mouvement chrétien musulman pour le dialogue et la paix, et World Vision notamment. Nous avons travaillé en partenariat avec ces groupes pour disséminer des informations sur la santé à travers la radio, les réseaux sociaux, et avons également co-organisé des sessions d'apprentissage, de formation sur la vaccination, les mesures de protection et la santé. Une série de réunions de collaboration entre l'OMS, le ministère de la Santé et les organisations confessionnelles ont été organisées. Cette série de réunions, menée par le ministère de la Santé et soutenue par les organisations confessionnelles comme partenaires du gouvernement sur la génération de demandes de vaccins et l'information sur la vaccination. Des résultats très importants. Et nous avons dû travailler avec le Conseil des Églises évangéliques des Philippines. Nous avons organisé une formation avec 60 chefs pasteurs qui représentent plusieurs régions des Philippines pour qu'ils soutiennent nos efforts à encourager les citoyens à se faire vacciner. Cela fait partie du travail du ministère de la Santé, notamment en priorité pour les personnes âgées. Le but est de sauver les vies des citoyens grâce à la vaccination contre le Covid-19. Nous avons travaillé avec et dans les communautés pour adapter et traduire des stratégies de haut niveau dans des actions concrètes et significatives. Le succès de cette stratégie d'engagement communautaire aux Philippines est une manière dont les communautés peuvent comprendre ces messages dans leur contexte. Ils ont les réseaux, les ressources pour toucher les personnes les plus vulnérables et parfois ceux qui sont exclus, afin que personne ne soit laissé de côté. Nous savons que la pandémie ne peut pas être résolue uniquement par le secteur de la santé. Nous devons travailler ensemble pour avoir une approche globale de la société. Et nous devons tout faire.
Le Covid-19 a présenté des défis sans précédent, mais également des opportunités pour nous. C'est l'opportunité pour nous de rendre ces partenariats durables au-delà de la pandémie et d'assurer des services de santé durables dans les communautés. Et alors que nous passons de la pandémie vers une endémie de Covid-19, les organisations basées sur la foi, les valeurs, la culture, la spiritualité et les croyances sont importantes. Les personnes participent avec ces organisations lorsqu'ils grandissent, vieillissent, et les croyances spirituelles et religieuses mènent de nombreux aspects de la société, l'inclusion sociale, le contrat social, la participation, les valeurs et d'autres choses encore. Et en ce sens, les principes sont nécessaires afin de reconnaître cela dans les efforts de préparation aux urgences de santé, en incluant les organisations confessionnelles qui peuvent apporter une base inspirante pour se réunir autour d'un objectif commun pour une plus grande participation et compréhension de la part de la communauté en général. Nous reconnaissons le rôle des organisations religieuses comme catalystes pour du soutien et des informations. Et comme nous l'avons appris aux Philippines, la santé et les mesures sociales doivent être nourries par des valeurs basées sur la foi afin d'être efficaces pour arrêter le Covid-19 et soutenir ceux qui en ont besoin. Les communautés au centre de cette réponse et de cette reprise face au Covid doivent permettre des mesures équitables qui reflètent les réalités sur le terrain aujourd'hui et à l'avenir. Nous devons partager et travailler avec les personnes, les autonomiser, notamment les plus vulnérables aux menaces et impacts de la pandémie. Les organisations confessionnelles sont des partenaires efficaces pour l'engagement communautaire, compte tenu du respect, de la confiance et du sens du but qui est ressenti pour eux dans les communautés. Et cette région pourra être la région la plus à la meilleure santé si elle se base sur ce travail des communautés et si on les autonomise dans le cadre des réponses d'urgence. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ces commentaires d'ouverture. En effet, cette pandémie ne peut pas être gérée seule par le secteur de la santé. Nous devons travailler ensemble pour avoir une approche globale pour toute la société. Durant cette pandémie, les gouvernements, chefs religieux, organisations confessionnelles et partenaires communautaires ont travaillé ensemble, sans relâche, afin d'aider les communautés à atténuer les impacts de la pandémie de Covid-19. Une riposte efficace nécessite d'utiliser les forces et les réseaux de chacun pour une approche globale. Les partenaires confessionnels et chefs religieux ont eu un rôle crucial en tant que chefs communautaires. Ils ont mobilisé leur réseau pour partager des informations de santé pertinentes, notamment sur les comportements de protection et intervention, et ont offert un soutien de santé mentale et spirituelle. Et cette collaboration significative avec ces groupes et chefs a soutenu le gouvernement philippin pour atténuer les impacts de la pandémie et pour présenter des informations factuelles aux communautés religieuses. L'OMS a organisé plusieurs réunions et sessions de formation avec des organisations confessionnelles. L'OMS pense que les connaissances sont les mieux cultivées lorsqu'elles sont partagées et nous devons les partager pour protéger les communautés. Et dans ce que vous pouvez voir là, le programme, nous avons consulté le Conseil national des églises aux Philippines, le réseau des ministères des enfants et avons travaillé avec ces groupes et avons appris du travail qu'ils font pour la promotion
de la prévention du COVID-19 dans les communautés. En mai, nous avons fait un partenariat avec Lingap Kabapatan pour organiser des sessions de formation. Nous les avons appelées #foi et action. En juin, nous avons travaillé avec Caritas Philippines pour organiser une autre session d'apprentissage. Nous avons mobilisé les chefs religieux pour faire la promotion de la vaccination et encourager les chefs religieux à suivre les protocoles sanitaires minimums dans les activités. Je vais vous montrer quelques images de cette session de formation que nous avons organisée ces derniers mois. Prochaine diapo. Merci. Au mois d'août, ça a été un mois très productif. Nous avons organisé une série d'actions #foi et action, des partenariats avec notamment le diocèse de Kabale et le ministère de la Santé. Nous avons travaillé avec la conférence des évêques chrétiens, le ministère de la Santé et World Vision pour voir comment synchroniser nos efforts pour que le vaccin du Covid arrive dans le bras des personnes. Et nous sommes concentrés sur les personnes âgées, les seniors. Et dans le cadre de cette campagne pour que plus de seniors se fassent vacciner, nous avons organisé une session en direct avec le FEBC. Nous avons envoyé des messages à la radio pour la reprise de la vaccination. Nous avons eu également un atelier avec Caritas, l'INUP et le réseau des ministères des enfants aux Philippines, un atelier qui a guidé les partenaires confessionnels pour envoyer des messages efficaces pour encourager les communautés à se protéger. En septembre, nous sommes allés encore plus loin et avons dialogué avec le Conseil des églises évangéliques pour utiliser leur réseau et établir un plan stratégique pour la vaccination. Et en novembre, nous sommes ravis de vous annoncer que le ministère de la Santé, à travers le Centre d'opération vaccinale, a publié une politique nationale pour pousser les gouvernements locaux à travailler avec les dirigeants confessionnels pour encourager la vaccination. Ces efforts ne seraient pas possibles sans des partenaires engagés. Ils font partie des héros de cette pandémie. Les groupes locaux et la base sont allés au-delà pour protéger leur communauté. Alors, qu'est-ce qui fonctionne? Eh bien, tout d'abord, le ministère de la Santé et l'OMS ont reconnu les organisations confessionnelles comme des catalystes clés pour de bons comportements. Les organisations confessionnelles font partie des acteurs principaux dans le cadre de la génération de demandes pour le vaccin. Nous sommes alignés dans notre vision. L'OMS a eu une collaboration constante et cohérente avec les organisations pour utiliser leurs forces et les a mis en relation, ce qui a permis d'avoir des solutions plus concrètes. Enfin, le partage de connaissances est une bonne pratique. Le ministère de la Santé et l'OMS, lorsqu'il s'agit d'envoyer des ressources, des kits et boîtes à outils, et avons offert des lignes directrices nationales pour influencer les communautés et leur comportement. Aux Philippines, 80% de toute la population sont des catholiques romains, 11% protestants, 6% musulmans et 2% évangéliques. L'OMS a travaillé avec le ministère de la Santé afin de faire ces partenariats avec les groupes confessionnels pour renforcer la communication et l'engagement communautaire dans le cadre de la réponse face à la COVID. Je souhaite remercier l'équipe communautaire du ministère de la Santé qui ont eu un comportement exemplaire. Merci d'avoir reconnu les efforts de nos partenaires confessionnels et de les soutenir dans le cadre des opérations et du centre d'opération sur la vaccination. Et maintenant, afin de partager les points principaux du travail de nos partenaires confessionnels dans le cadre de la riposte face à la COVID, je vous présente notre premier intervenant du jour, Père Dan Vicente Cancino Jr. Il est secrétaire directeur exécutif
de la conférence des évêques catholiques des Philippines et de la commission épiscopale sur la santé. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Je vous salue depuis Manille. Le pape François, durant une conférence internationale au Vatican en avril 2018, a encouragé les personnes de différentes disciplines, de différentes cultures, sociétés ou religions à réfléchir et à partager leurs connaissances en matière de santé et de s'occuper de ceux qui sont malades et ceux qui souffrent. Et c'est à partir de cette inspiration que nous nous sommes réunis, que nous collaborons et avons construit ces partenariats. Nous l'appelons le partenariat de l'espoir. Prochaine diapo. Depuis la conférence des évêques, nous avons créé ce partenariat pour l'espoir. Et depuis le début de la pandémie, l'Église catholique aux Philippines a été très active dans cette mission pour apporter de l'espoir et de l'amour à chacun. Et nous sommes reconnaissants envers nos partenaires, les organisations non gouvernementales, les organisations de la société civile, le gouvernement et les organisations confessionnelles. Et très sincèrement, je souhaiterais vous présenter la réponse face au Covid-19 catholique et nos efforts pour en atténuer les impacts. Cela ne représentera pas toute la riposte, mais ce sera un aperçu de cette magnifique aventure que nous avons eue avec nos partenaires. Ce n'est pas notre travail, mais son travail. L'Église catholique aux Philippines est composée de 86 diocèses et archdiocèses du nord au sud, de l'ouest à l'est. Et nous travaillons également en collaboration avec des congrégations religieuses d'hommes et de femmes. J'aimerais vous présenter ce partenariat à 3 niveaux. Tout d'abord, le dialogue. Prochaine diapo. Le dialogue n'est pas optionnel, il est crucial. C'est devenu une ressource d'enrichissement, de solidarité. Il y avait un dialogue entre les chefs catholiques aux Philippines et le gouvernement dans le cadre de la réponse face au Covid-19 dès le début de la pandémie. L'Église catholique et ses représentants ont également participé à différents comités de la Task Force Interagence Philippines sur le Covid-19, notamment dans le cadre de réunions du ministère de la Santé. Prochaine diapo. L'Église catholique a également organisé plusieurs webinaires aux Philippines sur la préparation et la riposte face au Covid-19 dans les communautés, en collaboration avec le ministère de la Santé et des ONG. Et si je puis ajouter, d'autres organisations confessionnelles. Ici, Yakapin Angkop. Il faut concerner la réponse face aux patients affectés du Covid et les soignants. L'Église catholique a offert un soutien physique, mental, psychosocial et spirituel pour les individus et les familles qui étaient hospitalisés ou malades du Covid. Nous avons également offert des sites pour l'isolement pour les personnes impactées par des formes moyennes de Covid dans des paroisses et écoles. Certains de ces sites ont été transformés en des sites spécifiques. Et dans le cadre du confinement, nous avons également offert des abris temporaires, de la nourriture, sport pour les soignants et les travailleurs de première ligne.
Nous avons également offert des services de santé mentale à travers nos volontaires et principalement pour les personnes qui étaient isolées et leurs familles. Nous avons également offert une évaluation spirituelle aux travailleurs de première ligne dans les hôpitaux et les communautés. Dans le cadre de la vaccination contre le COVID-19, la conférence des évêques catholiques des Philippines a publié une déclaration des pasteurs sur le vaccin contre le COVID-19 en encourageant le public à se faire vacciner. Cela a été publié en janvier 2021. Et dans cette lettre, il était indiqué que nous exprimons notre soutien aux efforts du gouvernement national afin de déployer la vaccination dans notre pays et remercions les organisations privées qui ont aidé à leur acquisition. Et nous exhortons notre gouvernement et les organisations privées à financer l'achat de doses et de s'engager à un plan unique qui donne la priorité aux travailleurs de la santé et aux personnes à risque. Et dans cette lettre, nous encouragions également et insistions sur le fait qu'il s'agissait d'une tragédie morale si les jeunes et les personnes en bonne santé, qui n'avaient pas beaucoup de risques, étaient immunisés avant les médecins, les travailleurs de première ligne ou les personnes âgées qui ont un plus grand risque de tomber malades. L'Église catholique a également félicité le gouvernement d'avoir pris en compte les personnes les plus pauvres dans le cadre de ce programme. Elles devraient être particulièrement protégées puisque la pauvreté les rend plus vulnérables aux infections et autres maladies. Numéro 10. Développement d'une stratégie pour un travail de plaidoyer et pour une plus grande confiance en la vaccination contre le COVID-19, en offrant notamment des sites de vaccination dans les écoles et les églises et en se levant, en retroussant leurs manches pour la vaccination. L'Église catholique a une influence très importante, une influence et une infrastructure importante. Et les personnes les plus isolées ont besoin de nous. Une enquête montre bien que les chefs religieux ont un rôle important dans la vaccination en renforçant la résilience locale. De très près avec les communautés pour les impliquer dans le processus, pour s'assurer que les vaccins sont utilisés. En 2020-2021, l'archevêque et le président du CBC a dit qu'il était prêt à se faire vacciner. Il a continué de dire que si tout le monde se fait vacciner en public, surtout les personnes de référence, eh bien cela peut encourager les autres et être utilisé comme modèle. Donc, le directeur du CBC a également démontré sa volonté de se faire vacciner et a souligné l'importance de collaborer avec le gouvernement à cet effet. Il a soutenu que tout ce qui pouvait diminuer la crainte du vaccin devait être soutenu par l'Église. Le secrétaire du département de santé a insisté que le mouvement du CBCP de transformer les églises allait certainement accélérer le mouvement du service de santé. Et le gouvernement ne peut pas faire ça seul, mais a besoin du soutien des églises.
Nous avons donc différents exemples et représentants qui ont été utilisés comme modèle et comme inspiration. Des évêques, par exemple. Pour la vaccination de la COVID-19, il y a eu le soutien de ressources humaines grâce à l'implication de plusieurs paroisses, églises, communautés religieuses, des professionnels de la santé, des travailleurs de la santé sur le plan communautaire pour soutenir le mouvement de vaccination, et ceci dans cette région ainsi que la capitale. Alors, quelles sont les leçons clés que nous avons tirées de ces expériences? Tout d'abord, l'opportunité d'une approche intégrée. C'était donc une occasion de tirer des leçons pour se préparer au futur et à l'avenir grâce à une approche intégrée en apprenant à gérer cette crise mondiale ensemble. Et ensuite, il y a le besoin d'écoute. Nous avons compris que nous avions besoin de nous rapprocher des personnes en souffrance, des personnes vulnérables, et nous avons compris que l'Église joue un rôle important pour la diffusion des messages justes et doit défendre la solidarité, la société et soutenir le gouvernement dans ses démarches. Troisièmement, nous avons la solidarité qui mène à la subsidiarité. Donc, nous avons compris que le principe de subsidiarité doit être respecté. Il faut respecter le niveau et la capacité de chacun. Et cela nous permet à chacun de contribuer et de remplir son rôle au niveau de la société pour aider autant que possible. Enfin, le quatrième point souligne le partenariat de l'espoir. Donc, bien sûr, l'union face à la problématique et face au conflit et face à la pandémie. Je n'ai jamais été témoin d'autant de coopération que pendant la pandémie. J'ai vu que tout le monde s'est réuni, tout le monde s'est mis ensemble, tout le monde s'est donné la main entre communautés, gouvernements, ONG, société civile, communautés locales, pour s'assurer que un monde plus juste et plus sain soit construit. Que Dieu soit avec chacun de vous. Merci. Thank you very much, Father Dan, for your Merci presentation. beaucoup. Thank you for the amazing work Merci, that Père you Dan, did pour votre for présentation et merci pour tout ce travail que la conférence des évêques catholiques des Philippines a fait. Vous avez tout à fait raison, mon Père. Je n'ai jamais observé autant de coopération et de collaboration que pendant cette pandémie et je suis ravie que l'on puisse partager les meilleures pratiques ici aujourd'hui et démontrer tout le travail et la collaboration qui a été notre vérité ici aux Philippines. J'invite maintenant Père Antonio et Labiao Junior, le secrétaire exécutif de Caritas Philippines. Il m'a informé qu'il allait présenter des principales actions de Caritas Philippines. Tout d'abord, bonjour à tous. J'aimerais profiter de cette occasion pour remercier le bureau régional de l'OMS ici aux Philippines pour son invitation et donc l'occasion de partager son expérience de partenariat lors de cette conférence mondiale aujourd'hui.
Alors, j'ai quelques diapositives à partager. Ce que nous avons fait jusqu'à maintenant avec Caritas Philippines, donc c'est mettre en branle notre réseau de plusieurs bureaux ici aux Philippines pour lutter contre la pandémie et soutenir les plus vulnérables. Donc, nous œuvrons au mieux pour lutter contre la pandémie, pour venir en aide aux personnes qui sont le plus dans le besoin, parce que ce sont ces personnes qui sont le plus touchées par la pandémie. L'année dernière, en novembre, d'après mes souvenirs, nous avons organisé une grande conférence Caritas International qui s'est déroulée au Vatican. Il s'agissait d'une conférence intitulée « Le vaccin pour tous ». C'était une campagne mondiale promue par Caritas International et Oxfam. Et avec nos 68 organisations membres, nous nous sommes retrouvés et nous, le Bureau des Philippines, avons décidé de faire la promotion de ce plaidoyer du vaccin pour tous chez nous. Je me souviens avoir contacté le secrétaire du ministère et représentant du gouvernement concerné et pour l'informer de cette campagne et de son importance. Donc cela nous a vraiment inspirés ici à Caritas Philippines. En janvier dernier, donc janvier 2021, vous voyez ici l'assemblée plénière du CBCP. Donc, c'est une assemblée plénière qui se déroule 2 fois par an. Et nous avons parlé des partages de locaux pour justement créer des centres de vaccination. Nous avons décidé qu'il serait possible de mettre à disposition les paroisses, les églises et les infrastructures religieuses pour justement créer des centres de vaccination. Cela a été décidé par les évêques lors de l'assemblée plénière de janvier. De nouveau, cela a été une inspiration pour nous. Nous avons décidé de mobiliser notre personnel pour soutenir le gouvernement dans cette démarche de campagne vaccinale. Voici un exemple de comment les partenariats fonctionnent ici chez nous, dans notre localité, donc non loin de Manila aux Philippines. C'est un partenariat sectoriel avec 4 entités qui a eu lieu au diocèse de Novaliches, où je suis maintenant. C'est un lieu qui a été prêté pour la vaccination. Et ce que l'on voit dans la photo, c'est l'évêque Roberto Ga en noir au milieu de la photo. Nous étions en partenariat également avec Unilab Fondation. Le gouvernement des Philippines est représenté par le secrétaire Galbitaos Junior, qui est au centre de la photo. Et nous avons donc le gouvernement local de Quezon City, Joy Belmonte, qui figure également sur la photo,
Et enfin, un autre partenaire, l'hôpital universitaire Far Eastern, qui est un hôpital très important de la place. Donc, cela représente une collaboration étroite, donc, qui a été nommée partenariat du secteur privé avec les églises et le gouvernement. Et pourquoi je montre ça? C'est parce que c'est vraiment un exemple concret du fonctionnement et de l'organisation des partenariats ainsi que de son aspect opérationnel. Ici, nous démontrons les objectifs atteints. Officiellement, nous avons commencé les campagnes de vaccination dans les églises. Donc, nous avons utilisé l'espace de la cathédrale. Donc, le premier jour a eu lieu le 15 avril 2021, la photo tout à gauche. Et en le 21 juin 2021, l'accord de partenariat a été rendu public. Nous avons signé un accord qui a défini la fonction et les tâches de chaque partenaire, tel par exemple l'Église prêterait ses locaux et des volontaires, l'hôpital fournirait le personnel soignant volontaire pour la vaccination et Unilab a fourni les médicaments, les vaccins et de la nourriture, et tout ceci en coordination avec le gouvernement national. Donc voilà comment nous avons organisé notre intervention, comment nous avons défini nos tâches et comment nous avons mis en place cette campagne. Donc, cette signature a eu lieu en juin 2021. Et en octobre, nous avons effectué une évaluation et nous avons à ce jour vacciné 65 000 citoyens dans une zone particulière. Et parmi ceux-ci figurent 5 000 personnes âgées. Alors, par rapport aux leçons apprises, donc leçons apprises, en tout cas les principales, ou les principes clés, eh bien, c'est essentiellement que pour une riposte efficace à la COVID-19, il faut s'assurer de mettre en place une approche claire et transparente. Il faut réussir à faire participer toutes les parties prenantes. Et pour ceci, nous avons utilisé nos églises, surtout le dimanche, pour l'enregistrement. Nous avons profité de la présence des gens pour qu'ils s'inscrivent et cela a été très efficace pour encourager les gens à se faire vacciner. Vous savez que notre expérience de l'année dernière, de la vaccination CBCP, soutenue par tous les centres Caritas et des volontaires pour la promotion de la campagne de vaccination. Donc, l'Église a été utilisée comme instrument pour la promotion de l'usage du vaccin. Nous nous sommes également rendus compte que les églises locales devaient également être impliquées, surtout dans les zones rurales, parce que nos paroisses
figure partout et les communautés locales s'y rendent. Et à travers celles-ci, nous avons pu venir en aide et communiquer avec des personnes de zones très rurales pour leur expliquer le programme. Donc, la confiance du public et la transparence par rapport au vaccin et notre réponse à leurs questions, nos encouragements à se faire vacciner ont prouvé être efficaces. Et enfin, je suis certain que c'est assez clair, hein, mais les partenariats multipartites sont toujours efficaces, surtout dans des programmes tels que ceux-ci. Tous les acteurs s'unissent pour établir des systèmes de vaccination efficaces, pour établir des protocoles de traçage de contacts et pour assurer la sécurité du public et des citoyens. Une de mes expériences par rapport au vaccin ici, c'est que les gens sont plus en confiance lorsqu'ils se rendent sur place pour se faire vacciner. Nous avons des locaux agréables, nous avons une infrastructure adaptée, nous avons des volontaires formés et les gens se sentent à l'aise lorsqu'ils se rendent dans un lieu qui fait partie de leurs habitudes pour se faire vacciner. Donc, l'église est un lieu adapté. Nous avons donc encouragé le respect des restrictions sanitaires de base pour que les personnes se protègent elles-mêmes et leurs familles et les autres également. Et bien sûr, à travers nos efforts de communication, notre système d'information et notre encouragement spirituel, nous avons pu intégrer et communiquer clairement le message de la protection et de la sécurité. Nous avons pu encourager le public à réfléchir et à accepter les restrictions petit à petit. Donc voilà les leçons tirées. Et jusqu'à maintenant, notre local est encore ouvert. Nous vaccinons maintenant les mineurs de 12 à 17 ans et nous poursuivons notre partenariat, ce qui j'espère, va être maintenu grâce à cette vaccination. Nous allons pouvoir protéger les gens et continuer de diffuser la bonne nouvelle à d'autres. Donc, je remercie nos partenaires, le gouvernement, le secteur privé, les volontaires qui continuent de risquer leur vie. Et je vous remercie également de m'avoir donné la parole et l'occasion de partager mon expérience. Thank you very much, Father Tony. Merci et merci à Caritas pour tout cet excellent qui a été effectué pendant la pandémie. C'est très intéressant et réjouissant de voir
comment le CBCP a pu justement contribuer à la protection des citoyens dans cette phase difficile. Si le public a des questions, il y a le Q&A en bas de la page et je vous invite à les mettre ici pour que l'on puisse les lire et y répondre plus tard. Maintenant, j'invite notre prochain intervenant ou notre prochain président, donc Dr Kira Fortune, qui travaille à l'OMS dans la région du Pacifique. Bonjour, bonjour. C'est un plaisir pour moi de vous rejoindre. C'est moi qui vais donc présider la deuxième partie de cette session et nous avons des intervenants très intéressants. Nous regardons de plus près les bonnes pratiques. Donc, je vais vous présenter la première intervenante, mademoiselle Arline Arbas, qui est directrice de la division relations externes et communication au département de santé et au bureau de promotion de la santé aux Philippines. Donc, apparemment, vous avez collaboré de très près avec des institutions religieuses dans le contexte de le Ras Bakuna et ceci même avant la pandémie. Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous arrivez à rendre durable cette collaboration et quel impact vous arrivez à avoir grâce à celle-ci? Merci beaucoup. Bonjour, je vais donc utiliser 2 diapositives pour vous expliquer un petit peu notre travail. Donc, tout d'abord, je vais vous expliquer donc l'existence de notre organisation à base religieuse, qui est une ressource très importante pour la diffusion d'informations justes sur le Res Bakuna, donc une campagne qui œuvre pour accroître la vaccination. Donc, bien sûr, ces organisations religieuses, les institutions religieuses partagent un objectif commun qui est bien sûr de pouvoir collaborer avec les communautés pour les garder en bonne santé à travers différents cadres et accéder à différents individus et publics cibles. Donc, comment est-ce que l'on a collaboré? Eh bien, nous avons collaboré avec toutes sortes de communautés. Alors, avant ceci, nous avons développé un plan de plaidoyer. Nous avons défini nos objectifs très clairement et nous avons exploré les possibilités de collaboration. Nous avons travaillé pour collecter des données, pour identifier et localiser les publics cibles. Nous avons initié des prises de contact avant d'organiser des rencontres et des réunions avec les responsables clés des 2 parties. Donc, cette collaboration avec les institutions religieuses peut être classée sous le partage et le partenariat pour le partage d'informations. Donc, cette démarche est une façon de partager des informations et ceci à travers les matériaux que nous avons créés pour Res Bakuna et nous les partageons sur une plateforme. Bien sûr, nous travaillons pour la coopération et la coordination. Nous jouons des rôles de facilitation et de soutien et nous conduisons des sessions de recrutement à plusieurs niveaux. Donc, pour répondre à votre question par rapport à la pérennité de notre engagement, eh bien, le plus important pour nous est de respecter la transparence et la confiance.
Nous collaborons étroitement avec notre partenaire pour définir le travail de chacun, pour donner un rôle clair à chacun. Nous apprenons des expériences de chacun et nous comprenons que la collaboration nous ouvre des portes et nous permet d'apprendre davantage que nous pourrions seuls. Avant la pandémie, nous communiquions directement avec eux, plutôt que par écrit, parce que nous sommes d'avis que les messages les plus clairs sont les messages échangés de vive voix. Nous pensons qu'il faut travailler dur et travailler intelligemment pour atteindre nos objectifs. Grâce à ceci, nous avons pu gérer le problème de l'hésitation à la vaccination et n'avons pas encore atteint tous les individus de notre pays, mais nous sommes certains que nous y arriverons grâce à notre collaboration et notre détermination. Merci beaucoup. Vous avez démontré comment les institutions religieuses sont au centre et au cœur de certaines communautés et comment leur travail efficace et l'engagement des communautés peut aider la société à atteindre ses objectifs. Merci d'avoir souligné l'importance de la confiance et cela est effectivement un élément clé d'une bonne collaboration. Je vais donner maintenant la parole au pasteur Choi Magdong, qui est le directeur de Faith et Développement, Foi et Développement à World Vision, ici aux Philippines. Bien sûr, nous avons compris que ces interventions sont clés pour s'assurer d'une efficace contre la COVID-19. Donc la question est la suivante. Quelles initiatives sont nécessaires pour maintenir la bonne santé mentale et physique et quels systèmes sont nécessaires Bonjour à toutes également? et à tous. World Vision est une organisation religieuse qui a offert son aide pour la vaccination. Nous avons offert un soutien à la santé mentale et avons formé les églises de différentes organisations dans des formations de la communauté jusqu'à maintenant pour un soutien psychologique dans le cadre de la pandémie. J'aimerais partager avec vous ce que nous avons tiré et ce que nous avons réalisé pendant cette période. L'Église est dans la meilleure position pour aider le gouvernement à faire la promotion et la protection du bien-être du peuple. Elle a des ressources et l'objectif qui peut aider à ses objectifs en matière de santé mentale. Et un des points principaux de notre initiative, c'est que nous nous sommes rendus compte que la foi chrétienne nous apprend la vie et à aimer nos voisins tant que nous nous aimons nous-mêmes. La santé mentale se fait dans le contexte des relations et les relations sont celles qui guérissent et autonomisent les personnes à travers le respect, la chaleur et le soin. Prochaine diapo. Dans le cadre de nos interventions, notamment les formations que nous avons données aux églises, nous avons vu que le rôle de l'Église était de faire un plaidoyer sur la santé mentale et la formation de caractère est un des appels cruciaux de l'Église. Lorsque l'Église apporte ce soutien mental aux autres, elle aide à nourrir l'image de Dieu, surtout dans le cadre de la pandémie. Et nous sommes également rendus compte qu'un des rôles de l'Église était de discerner et identifier des besoins en matière de santé mentale et de services de soutien psychosociaux, de résister aux forces de la solitude et la déstabilisation et de renforcer les compétences, pas uniquement dans le cadre de la pandémie d'ailleurs. L'Église est également un mécanisme naturel où ce genre de formation peut avoir lieu, par exemple les services de foi, les réunions de prière, les écoles du dimanche, les groupes d'études de la Bible.
Et le soutien psychosocial du ministère de l'Église peut être offert dans le cadre de ce soutien en matière de santé mentale de manière gratuite. De plus, l'Église représente une grande partie de la population qui peut être formée, notamment les personnes qui se sont senties seules et tristes dans le contexte de la pandémie. Nous avons également fait des formations en matière de soutien mental aux chefs religieux des églises. Et nous nous sommes rendus compte que l'Église peut être une ressource, notamment en matière de formation sur la santé mentale. Et afin d'être plus cohérent sur cette motivation, eh bien, ce genre d'initiative peut se faire sur le long terme. Le soutien psychosocial se fait au niveau de la communauté, au niveau de l'Église, et nous espérons que les églises vont adapter ces formations et les déployer dans les communautés, même lorsque la situation sera plus durable. Et toutes les églises travailleront ensemble, nous l'espérons, pour offrir ce service psychosocial et pour aider les personnes dans ces périodes difficiles. Merci, Kira. Merci beaucoup, Pasteur McToy. J'ai trouvé très intéressant d'entendre comment on peut utiliser les mécanismes et les réseaux de l'Église pour offrir ce soutien psychosocial et en matière de santé mentale de manière officielle ou non officielle. Merci beaucoup pour votre contribution. Maintenant, chers collègues, je vais me tourner vers M. Rodino Oyani, directeur de programme pour le ministère, mon réseau des ministères des enfants aux Philippines. Pendant la pandémie, de nouvelles manières de créer des environnements pour les enfants en utilisant notamment des technologies telles qu'un mentorat par téléphone ont été mises en œuvre. Monsieur, j'aimerais beaucoup vous entendre sur la manière dont vous comptez étendre ce programme de mentorat par téléphone pour qu'elle offre les informations efficaces dont ont besoin les familles dans le cadre de cette pandémie. Je vous donne la parole. Merci, Dr. Kira. Et au nom du réseau des ministères des enfants aux Philippines, je vous remercie pour votre invitation à cette conférence mondiale pour que nous vous parlions de notre travail. Le réseau du ministère des enfants aux Philippines est une organisation confessionnelle qui travaille avec les églises et les ministères pour le soutien aux enfants. Et pendant la pandémie, nous avons travaillé avec les communautés. Une des bonnes pratiques récentes, c'est la création d'un programme de mentorat par téléphone pour les enfants et les familles. Lorsque les familles ne pouvaient pas rencontrer les équipes et donc pouvaient communiquer ainsi par téléphone. Ce programme de mentorat est une initiative de Viva et du PCMN pour aider les familles à trouver des ressources à travers des appels téléphoniques. Ce sont des appels participatoires qui offrent un soutien aux familles, notamment en matière de sensibilisation au Covid, en créant des bonnes relations dans la famille, le sujet de la résilience, de la santé mentale, le fait de rester en sécurité à la maison, en ligne notamment. Ce programme de mentorat par téléphone a été mis en œuvre dans la région de Dasmariñas, Iligan City, Antipolo City, la province Rizal, la région Davao, la province Albay et Bacolod City. Les entretiens ont commencé et ce programme a un impact sur la sécurité et le bien-être des familles. Afin d'offrir des informations pertinentes et vérifiées sur le Covid-19, cela fait partie des objectifs du programme. Ils encouragent toujours les participants à se référer aux informations et publications de l'OMS concernant la situation
liés au Covid-19 dans leur région. Et afin d'avoir plus de connaissances, nous avons invité des intervenants de l'OMS sur la vaccination Covid-19 en avril. Et ces informations ont été utilisées dans des activités spécifiques au niveau du réseau régional de l'organisation. Nous avons également eu un partenariat avec l'OMS pour mettre à jour ces informations, notamment sur les variants Delta. Cette réunion a eu lieu en septembre et il y avait 4. La sensibilisation au Covid-19 est un facteur clé puisqu'il sert de plateforme pour que les familles apprennent des informations sur le Covid-19 dans la langue qu'ils parlent. Et dans le cadre de stratégies, ils sont guidés sur des informations concrètes concernant le Covid-19 pour les repasser aux membres de leur famille. En partenariat avec les bailleurs de fonds, nous allons continuer à former des mentors et ils apprécient beaucoup notre réseau et notre organisation. L'objectif est de toucher plus de familles et de sensibiliser encore sur le Covid-19. Et nous allons continuer à faire ce que nous avons fait jusqu'à maintenant pour éduquer les familles sur la pandémie, ses impacts et la prévention. C'est une manière de contribuer à l'éducation et de campagne sur le risque du ministère de la Santé et de l'OMS pour lutter contre le Covid-19. Voilà pour ma présentation. Je vous repasse la parole. Merci beaucoup, Monsieur Oyanig, d'avoir partagé si généreusement avec nous ces contributions. Le programme de mentorat qui fait participer les familles tout entières sont une manière globale de s'assurer que, quel que soit l'âge ou le genre, la famille en entier comprend comment rester en sécurité. Chers collègues, je souhaite remercier tous nos panélistes une fois de plus pour leur générosité d'avoir partagé avec nous leurs connaissances. Je vais maintenant donner la parole au docteur Beverly Lorraine Hall du Bureau de la promotion de la santé et du contrôle des maladies au département et au ministère de la Santé aux Philippines. Elle va nous faire quelques mots de conclusion. Merci. Merci Kira, bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous avez apprécié l'heure passée. Tout d'abord, je souhaiterais féliciter l'OMS et Religions for Peace d'avoir organisé cette session. Et aux intervenants du jour, nombre d'entre eux sont des partenaires anciens. Cela n'a pas toujours été facile, comme vous l'avez vu. Bien sûr, il y aura toujours des discussions, des désaccords, mais au final, ce qui compte, c'est que nous ayons une relation de confiance avec nos partenaires, que nous fassions de notre mieux le peuple philippin. Après ces présentations, j'ai essayé de faire un résumé de 3 points clés. Tout d'abord, la santé pour tous, pour tous. Aucune organisation ou le gouvernement seul ne peut résoudre ces problèmes de santé, notamment lorsqu'on prend en compte la santé mentale et spirituelle. Et lorsqu'on reconnaît que 80% de la santé est en dehors du secteur de la santé, donc tous les facteurs sociaux. Deuxièmement, l'innovation, la collaboration sont nécessaires à tout niveau. Promotion de la santé, prévention des maladies, traitement, guérison et réintégration dans la société. Nous avons vu beaucoup d'exemples dans les présentations et pour nous, dans le contexte philippin, nous avions déjà des lacunes existantes en matière de santé et de ressources humaines. Et nous aurons besoin de cette aide, de ces innovations, afin d'offrir les services nécessaires dans le cadre d'une pandémie. Partager des informations, faire du fact-checking, mais également offrant un service de contact pour toucher les plus pauvres. Enfin,
nous devons reconnaître que nos partenaires sont également finalement nos administrés. Et je voulais partager cela avec vous. Dès le début, nous avons pu inclure de nombreux groupes religieux dans ce travail de plaidoyer. Mais bien plus tard, après le début de la pandémie, nous nous sommes rendus compte que nous avions des difficultés dans ces congrégations pour encourager les membres à se faire vacciner. Et donc, dans les organisations, nous pouvons toucher les chefs, mais dans les organisations, il y a également des communautés qui ont besoin de notre aide. En tout cas, je vais conclure en remerciant mon bureau et mon équipe au bureau de la prévention, qui a beaucoup travaillé depuis le début de la pandémie, en communiquant les risques au public, en faisant participer de nombreuses organisations et en lançant ce programme de vaccination. Ils travaillent vraiment très dur. Sur ce point, merci beaucoup et je vous redonne la parole. Merci beaucoup, docteur, pour ces encouragements et à vous-même et vos collègues pour tout le travail que vous faites. Je vais maintenant redonner la parole à ma chère collègue Ava. Merci Kira et merci beaucoup Dr Beverly Ho pour tout le travail que vous faites pour la riposte face à la COVID-19 dans le pays. Cela conclut maintenant notre événement du jour. Par message, nous espérons que vous allez continuer à renforcer cette réponse nationale aux urgences sanitaires. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Avant de conclure toute session sur Zoom aux Philippines, nous aimons prendre une photo. Donc, j'aimerais qu'on prenne une très rapide photo avec tous les participants, les intervenants, ceux qui sont dans la même pièce. Et je repasse la parole à Sarah pour sa conclusion. I've put on the screen into gallery view, at least on my Alors, side. j'ai mis maintenant le mode galerie. Allez-y, n'hésitez pas à prendre la photo. Je n'ai rien à ajouter. Je souhaite également remercier toutes les personnes présentes pour cette superbe collaboration et ce webinaire très réussi, cette étude de cas. Comme nous l'avons dit plus tôt, les enregistrements seront disponibles sur YouTube en anglais, puis ensuite dans les 3 langues, en espagnol, français et arabe. Nous avons hâte de continuer notre conversation à l'avenir et vous souhaitons une bonne journée. Merci à tous pour votre participation. Prenez soin de vous. Merci à tous. Thanks, everyone. Thank you. Thank you. Bye-bye.